sont déjà venus régulièrement ici. On a une asso qui organise des conférences, des ateliers, principalement autour des questions antiracistes, décoloniales, postcoloniales et féministes. Et vous avez des petits programmes, chacune, je pense, sur les tables pour voir un peu ce qu'on a prévu du mois de septembre au mois de décembre. L'an dernier, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut faire, on avait invité Françoise Vergès autour du féminisme décolonial, l'association La Voix des Roms qui était venue parler de la homophobie et qui revient d'ailleurs au mois d'octobre, cette fois-ci pour nous parler des résistances roms face à la politique nazie. Autour du féminisme, on aura Morgane Merteuil sur féminisme et travail du sexe au mois de novembre aussi, et puis vous verrez d'autres rencontres autour des thématiques qui nous sont chères. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un atelier qu'on anime nous-mêmes, sans intervenant extérieur, puisque c'est Nicolas qui va nous partager ses réflexions autour de la laïcité et de son dévoiement. Je vous laisse la parole. Merci à tous et à toutes d'être venus. Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi une réflexion sur la laïcité. Il nous a semblé, en échangeant à l'intérieur de l'association, que le concept de laïcité, ces dernières années, était devenu un espèce de fourre-tout, en tout cas dans son utilisation dans le champ politique, et qu'il était devenu prétexte à tout un tas de discours identitaires, sécuritaires, qui visaient une communauté en particulier, et en l'occurrence nos concitoyens et concitoyennes musulmans et musulmanes. Alors c'est surtout, on verra, à travers la question du foulard et du voile que les débats sur la laïcité se cristallisent. Aujourd'hui, quand on entend parler de laïcité dans les médias, c'est quasiment systématiquement pour nous parler de femmes qui font le choix de porter le foulard, et on crée des polémiques sur ce choix de ces femmes. Et il nous a semblé qu'on était quand même aux antipodes de ce qu'était la laïcité dans sa version de 1905. Donc la question qu'on s'est posée, c'est quel est le chemin parcouru pour en arriver là ? Comment, petit à petit, dans le débat public, on en arrive à faire de la laïcité en fait un concept utilisé aujourd'hui par la droite et l'extrême droite. Depuis 2009, le Front National, par exemple, se découvre laïcité compatible. Ce qui est quand même un peu étonnant quand on sait que les combats pour la laïcité à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle étaient historiquement portés par la gauche. Le point de départ, alors déjà première réflexion, si on tente cet exercice un peu périlleux de proposer une discussion sans intervenant, c'est que les choses dont on va parler ici sont connues. Il y a une bibliographie qui est très importante et qui est à disposition de tout le monde en fait. Ça fait depuis la loi de 2004 que des collectifs se mobilisent, que des intellectuels, que des militants parlent, alertent sur ce dévoiement de la laïcité, et ça fait 15 ans que les textes sont à disposition des uns et des autres. Pourtant, quand on rencontre des gens qui se réclament de gauche, d'extrême gauche, on a dans les débats régulièrement des espèces d'approximations. On se demande même si certains ne sont pas devenus poreux à une forme de discours identitaire et raciste. Il faut parler de l'islamophobie ici comme d'un racisme. On verra, on reviendra là-dessus. Voilà, donc l'idée c'est aussi une invitation après à ce que chacun aille compléter ce qui sera dit ici par des lectures, parce qu'en fait c'est totalement faisable. Il y a énormément de choses qui sont disponibles. Alors le point de départ, quelque chose qui était quand même assez étonnant, au début de l'été, il y a le CCIF, donc le collectif contre l'islamophobie en France, qu'on avait par ailleurs invité à Tourcoing. On avait invité le CCIF du Nord d'une part, mais aussi son ex-porte-parole Marwan Mohamed. Donc c'est une association avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler. Le CCIF a publié un communiqué en réaction à un sondage IFOP qui à l'origine portait sur la pratique du topless sur les plages par les Françaises. Et en fait ce sondage IFOP, finalement, de fil en aiguille, il en est venu à demander aux personnes qu'il sondait, êtes-vous gênés par le fait que des femmes portent le voile ? Donc là, on avait un glissement total, une instrumentalisation du féminisme aussi, et on avait ce résultat absolument sidérant. 66% des Français veulent une loi qui interdit le burkini sur les plages françaises, et le CCIF constate, ces 66% de Français se mettent en désaccord avec la laïcité de notre pays, qui est pourtant celle qui est défendue par le Conseil d'État. On peut en déduire que 66% des Français n'ont pas compris la laïcité et ou
ça c'est important, ont un problème avec la visibilité des musulmans et des musulmanes surtout. Donc nous, on voudrait participer à la clarification de ce que doit être et de ce que n'aurait jamais dû cesser d'être la laïcité, et participer aussi à combattre le racisme islamophobe. Donc ça, c'était mon point d'entrée sur la discussion pour aujourd'hui. Alors je vous propose de nous convaincre de la multiplication des fausses polémiques et des lois aussi, hein, de la surenchère législative depuis 2004 en ce qui concerne le voile. C'est un rappel en fait, hein, de choses qu'on a, de sondes comme ça, de choses qui ont été lancées dans les médias de manière à stigmatiser nos concitoyennes musulmanes. Alors quelques-unes au hasard, hein. 2010 la loi anti-niqab, 2019 hein, c'était le printemps dernier, on fait toute une polémique parce que Decathlon sort une combinaison qui permet aux femmes musulmanes de faire du sport, et on dit que, bon, que ce ne serait pas républicano-compatible. Sarkozy, bien sûr, 2009-2010, débat sur l'identité nationale. Alors, une des hypothèses fortes que je voudrais faire ici, c'est que toutes ces polémiques découlent en fait de la loi de 2004 sur l'interdiction du voile à l'école. Et que le glissement qui a été opéré entre la laïcité historique, qui est une laïcité qui a été construite pour permettre à tout un chacun de pratiquer sa religion et de l'afficher aussi dans l'espace public, ce glissement vers une laïcité qui serait de plus en plus synonyme de neutralité, sachant qu'on se demande qui bien construit le modèle de neutralité, ce glissement vient de la loi de 2004. C'est en tout cas la démonstration que j'aimerais faire ici. Et qu'à partir de cette loi de 2004, à partir du moment où on a interdit aux jeunes filles collégiennes, lycéennes de porter le voile, eh bien, il y a toute une partie du champ politique français qui s'est engouffré là-dedans pour interdire le voile dans d'autres champs que celui du collège et du lycée. C'est la boîte de Pandore, en fait. Hein. On a ouvert la boîte de Pandore qui permet toutes ces surenchères. Voilà, c'est l'hypothèse que je fais ici. Alors, je voudrais commencer par définir ce qu'est la laïcité, en tout cas au sens de la loi de 1905. À mon sens, la laïcité doit être définie comme une double liberté. La laïcité, c'est déjà évidemment la liberté de conscience. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est une chose. C'est une chose qui est largement reconnue. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la laïcité, c'est aussi la liberté d'exprimer ses croyances. C'est certainement pas vivre sa religion dans la sphère privée. Ça, c'est n'importe quoi. C'est des choses qu'on entend pourtant de plus en plus. Hein. On voudrait cantonner les musulmanes chez elles et leur interdire un certain nombre de lieux publics sous prétexte que ces lieux publics et que les usagers devraient être neutres. Bon, bah, c'est pas ça la laïcité. C'est la liberté de croire et la liberté d'exprimer ses choix en pratiquant son culte, mais aussi, c'est le b.a.-ba de toute démocratie, en s'habillant comme on le souhaite. Ça me paraît être une évidence. Je pense que même des collégiens peuvent comprendre ça. En démocratie, on s'habille comme on veut. Et la manière dont on se vêtit, exprime notre personnalité. C'est un droit fondamental de tout un chacun. En tout cas, j'espère que personne ici n'est en désaccord avec ce droit fondamental, en tout cas tel qu'il existe en République. Donc, double liberté. Alors, on va faire je propose quand même rapidement de revenir sur comment a été construite cette idée de laïcité historiquement. Le mot laïcité, en fait, il apparaît au début de la Troisième République. Il est créé en 1871 par les militants anticléricaux. Donc là, c'est important de se rappeler le contexte. Évidemment, à l'époque, les républicains de gouvernement arrivent au pouvoir après le Second Empire, mais aussi après la Commune de Paris. Et en fait, leur objectif, c'est évidemment d'instaurer une république durable, après l'échec notamment de la Seconde République, qui a été très courte. Alors, à l'époque, les républicains ont deux phobies. Ils ont la phobie du peuple, parce que le peuple, il peut être révolutionnaire, on l'a vu avec la Commune de Paris. Le peuple, en tout cas, c'est ce que pensent les républicains, peuvent mettre au pouvoir des hommes providentiels, à l'image d'un Napoléon, d'un Louis-Napoléon Bonaparte. Mais évidemment, ils ont aussi comme ennemis les catholiques, en tout cas la religion catholique et son clergé. Étant donné que le clergé catholique a, de longue date, été l'allié des régimes hostiles à la République, notamment au retour de la monarchie. On arrive à la loi de 1905, qui dit dans son article 1 « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Donc, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que le premier mot qui arrive, si on devait trouver un synonyme à la laïcité, c'est liberté. C'est certainement pas neutralité. La laïcité, c'est la liberté.
Liberté de conscience et de culte. La laïcité, selon la loi de 1905, donc, qui sépare les églises et l'État, permet quand même aux religions de bénéficier des libertés civiles. Ce n'est pas une laïcité anti-religieuse. Il ne s'agit pas de combattre les croyances. Il s'agit de réguler l'intervention de l'Église catholique dans la vie politique, en fait, notamment à travers les congrégations catholiques, hein, qui sont des systèmes éducatifs quasiment parallèles à ceux mis en place par les lois de Jules Ferry. C'est ça l'ennemi à l'époque, c'est ça que les républicains cherchent à combattre. Donc l'État ne se mêle pas des affaires internes des religions et vice-versa. L'État ne subventionne aucun culte. En tout cas, voilà, sur les territoires qui sont français en 1905. On sait bien qu'à l'époque, l'Alsace et la Moselle ne sont pas français et qu'encore aujourd'hui, dans ces régions, c'est le régime précédent qui s'applique, donc le régime du Concordat. Voilà, l'accord passé entre le pape et Napoléon. Le cadre, alors maintenant qu'on a édicté la loi, quand même, le cadre philosophique de la loi de 1905, c'est quand même de dire qu'un espace laïque, la République, c'est d'abord mettre en avant une philosophie pragmatique et non dogmatique. C'est laisser des espaces ouverts à la discussion. La laïcité, c'est construit comme un atout pour faire vivre la démocratie. En ce qui concerne l'école, puisque le tournant, pour moi, c'est bien la loi de 2004, hein, dans ce qui nous arrive actuellement, dans ce qu'on constate actuellement. En ce qui concerne l'école, à la fin du 19e et au début du 20e, il n'y a absolument rien concernant la neutralité des élèves. C'est le personnel enseignant, les lieux et les programmes qui doivent être neutres. Alors, évidemment, la neutralité absolue, ça n'existe pas. Mais à l'époque, on se dit quand même que l'adulte ayant une autorité sur les élèves dont il a la charge, un minimum de réserve, de tempérance est souhaitable. On n'aura pas d'enseignant totalement neutre, ça n'existe pas. Je ne sais même pas si c'est souhaitable. Mais en tout cas, que l'enseignant n'est pas habilité à imposer ses croyances personnelles et ses convictions politiques à ses élèves. Donc, neutralité des lieux, des fonctionnaires et des programmes. Alors, selon Pierre Thévagnan, c'est un enseignant au lycée, c'est un professeur de philosophie qui est l'animateur d'un site internet que je vous conseille et que je citerai dans ma bibliographie, qui s'appelle « Les mots sont importants ». Et dans « Les mots sont importants », vous avez notamment vous avez une archive de tous les textes écrits par le collectif Une école pour tous et une école pour toutes. Ce sont des textes qui ont été écrits en 2004. Donc ce sont ceux qui ont résisté, qui ont tenté de résister à l'imposition de la loi de 2004, qui se sont mobilisés, qui ont produit une littérature, qui ont fait eux-mêmes des recherches historiques sur ce qu'était la laïcité, et ces textes sont disponibles gratuitement sur Internet. Alors pour Pierre Thévagnan, lui, il parle carrément de laïcité libertaire. Il utilise l'adjectif libertaire. Pour lui, elle a pour finalité de garantir, voire de produire, un maximum de liberté individuelle et de la garantir de manière égale pour tous les citoyens et les citoyennes. Donc ça, c'est la laïcité, le cadre philosophique de la laïcité, disons, historique. Alors maintenant, on en vient à comment cette conception, elle s'est peu à peu dévoyée. Alors, il me semble aujourd'hui que la laïcité est devenue un cheval de Troie pour faire passer dans l'opinion tout un tas de discours racistes et islamophobes. La première chose que je dirais par rapport au contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale et surtout de l'après-guerre d'Algérie, c'est que l'extrême droite, assez tôt en fait, dès les années 1960, l'extrême droite va faire évoluer son idéologie raciste. C'est une idée qu'on retrouve dans un livre dirigé par Pierre-André Taguieff qui s'appelle « La force du préjugé », qui a été écrit en 1988, on voit que les débats sont quand même assez anciens, et qui dit que pour un certain nombre de penseurs comme le Club de l'Horloge ou les intellectuels de l'extrême droite française, l'idéologie raciste va de plus en plus tendre à ne plus se fonder sur le concept de race, mais bien sur celui d'altérité culturelle. Parce qu'en fait, ça se fait plus utiliser les qualificatifs racistes de l'époque coloniale. Par contre, de dire que la culture musulmane est étrangère à celle de la République, ça pour eux, ça leur semble prometteur. On voit avec ce dont on nous empoisonne la vie que en fait, leur pari a plutôt bien fonctionné. Ils ont bien réussi à semer leur poison. Les intellectuels de l'extrême droite théorisent dès les années 60 l'altérité arabe et musulmane et l'idée que l'islam est une religion incompatible avec nos traditions culturelles. Dès les années 60, l'extrême droite théorise ça. Mais il s'agit quand même bien d'une mécanique raciste. Parce que si on y réfléchit bien, souvent c'est un truc qui revient dans les discussions, on se dit mais non, l'islamophobie c'est pas un racisme parce qu'il n'y a pas de race. Mais en fait,
dans ce discours-là, l'islam est construit comme une race. Alors si on réfléchit avec Pierre Thévagnon, qui a, encore une fois, qui a écrit un livre qui s'appelle la mécanique raciste, lui, il considère que toute mécanique raciste repose sur 4 processus. Le premier processus, c'est la différenciation, sur un critère arbitrairement choisi. En fait, il s'agit de construire un autre. Donc là, le critère arbitrairement choisi, ce sera celui de la religion. Donc il y a différenciation. Il y a les musulmans et les autres. Le deuxième mécanisme de la construction d'un discours raciste, c'est la péjoration. C'est-à-dire que cette altérité, elle n'est pas juste autre, elle est transformée en stigmate. On rend autre et puis on infériorise. Donc c'est tous les discours, l'islam est une religion rétrograde, c'est la pire des religions, ce genre de choses qu'on entend aussi régulièrement. Le troisième mécanisme d'une mécanique raciste, c'est l'essentialisation d'une culture. Ça aussi, c'est un truc qu'on entend tout le temps. C'est qu'en fait, il n'y aurait pas de différence de lieu, d'époque et de classe sociale dans l'islam. En fait, l'islam, c'est un bloc monolithique de tout temps. Voilà. Et puis, surtout, il n'y a pas de débat à l'intérieur de la communauté musulmane. C'est des trucs il faudrait utiliser le conditionnel. Il y a essentialisation, en fait. Le dernier mécanisme, c'est la réduction des individus à leur culture. En fait, dès qu'un musulman est dans un fait divers, en fait, il y a un seul facteur explicatif qui est mis en avant, c'est son appartenance à la communauté musulmane. Donc, 4 mécanismes, mécanique raciste, différenciation, péjoration, essentialisation, réduction. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a plus de race au sens biologique du terme que l'islamophobie n'est pas un racisme. Je vous arrête pour une explication de mots. En fait, essentialisation, ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire qu'on va essentialiser la culture, donc comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on refuse de reconnaître qu'à l'intérieur d'une pratique culturelle, il y a des différences de lieu, des différences de contexte, en fait. Des différences d'époque. L'islam du Moyen-Âge n'est pas l'islam de 2019. L'islam pratiqué en Iran n'est pas le même que l'islam pratiqué par les Français, les Françaises de confession musulmane. Donc c'est ça l'essentialisation. C'est réduire, en fait. Alors, pour revenir sur le contexte des années 80, il y a un autre mécanisme qui apparaît, c'est qu'on va de plus en plus mettre en avant dans le champ médiatique, là il faut utiliser des guillemets, un pseudo-problème musulman. En effet, au début des années 80, la France rompt peu à peu avec l'illusion que la main-d'œuvre immigrée d'origine maghrébine serait temporaire. En fait, on se rend compte au début des années 80 qu'en fait, ces gens-là, ils vont rester et qu'en fait, leurs enfants sont français et françaises. On a l'émergence dans les années 80 d'une visibilité de la deuxième génération d'immigrés. Cette visibilité, on peut l'avoir notamment à travers la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Où en fait, on a des jeunes issus de l'immigration postcoloniale qui revendiquent leur pleine citoyenneté, le droit de ne pas être harcelé par la police, le droit de ne pas être contrôlé au faciès, bref, le droit à l'égalité. Ça crée une visibilité des musulmans dans l'espace public français, et les élites politiques, administratives et médiatiques, a priori, ça leur pose problème. Alors, autre moment clé, à mon avis, ce sont les grèves de l'industrie automobile des années 1982-1984. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des grèves à Talbot-Poissy et à Citroën-Aulnay. C'est un moment où la main-d'œuvre maghrébine de confession musulmane se met en grève, en fait. Et le traitement médiatique de cette grève, il est absolument sidérant. Alors qu'on a un conflit social qui, à la base, porte sur l'organisation du travail, les salaires, la liberté individuelle et la liberté syndicale, sur la lutte contre les discriminations. Alors en fait, dans les usines de Citroën-Aulnay de Talbot-Poissy, en 1983, on annonce des plans de licenciement, et 80% des ouvriers qui doivent être licenciés sont d'origine immigrée. Donc on comprenne qu'ils occupent leurs usines pour lutter contre ces licenciements. Sauf que dans les médias, alors en fait c'est un conflit de classe de tout ce qu'il y a de plus classique. Mais dans les médias, on va substituer ce conflit de classe dans l'industrie automobile à un conflit religieux. Et d'autant plus que parmi les revendications des grévistes, il se trouve que les grévistes réclament aussi l'ouverture de lieux de prière sur leur lieu de travail. Donc les médias vont se saisir de cette revendication et vont transformer la revendication initiale d'égalité en une revendication communautaire. Et ça marche bien. Alors, c'est pratique, hein. La direction de PSA, par exemple, va s'engouffrer dans cette opportunité en disant, au sujet des grévistes, il existerait un risque non négligeable de voir des mouvements intégristes, soit spontanés, soit venus du Proche-Orient, s'efforcer de tirer bénéfice de cette agitation, le spectre de l'islam politique.
Alors, on est au début des années 80, on n'est pas loin dans la tête des gens, il y a la révolution en Iran, la révolution islamique en Iran. Les médias aussi, les médias vont multiplier les images d'ouvriers spécialisés en train de faire la prière à la mosquée, vont publier des caricatures dans la presse, notamment dans Libération. On va trouver une caricature d'une voiture recouverte d'un voile islamique. La lutte va être, comme je l'ai dit, analysée à l'aune de l'actualité internationale et de la révolution iranienne de 1979. Alors, à l'époque, début des années 80, c'est le PS qui est au pouvoir. Donc les représentants du PS ne sont pas en reste. On a Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, qui dénonce des grèves saintes d'intégristes, de musulmans, de chiites. En février 83, Pierre Mauroy, Premier ministre, va décrire un mouvement qui a peu à voir avec la réalité sociale française. Rien que ça. Alors, on a une désolidarisation totale du PS avec la grève, qui peut s'expliquer aussi, parce qu'en 1983, c'est le tournant de la rigueur. C'est le moment où le PS tourne définitivement le dos à l'anticapitalisme, et donc vont créer, comme aujourd'hui, les vagues de licenciements, ils vont les ériger en fatalité. Bref, comme je l'ai dit, on passe petit à petit d'une question sociale, classique, quoique on sait très bien qu'à la question de classe, on n'est pas logé à la même enseigne selon qu'on soit blanc ou non blanc ou issu de l'immigration postcoloniale. En tout cas, on passe petit à petit d'une question immigrée à une question musulmane. Et petit à petit, dès les années 80, on va avoir des accusations récurrentes de repli identitaire, de communautarisme, etc., etc. Ça, c'est le début des années 80. Le point culminant, c'est la première affaire du foulard. Alors, je ne vous ai pas montré mon plan. Je suis là. On avance quand même. Alors, Creil 1989, c'est la première affaire du foulard qui défraie la chronique. Sur le plan juridique, ça va se terminer par la débâcle totale des prohibitionnistes. C'est-à-dire de ceux qui cherchent à interdire le port du voile par nos élèves. Enfin, par les élèves, je suis enseignant. L'origine de cette histoire, c'est le principal du collège de Creil, qui s'appelle Ernest Chenière, qui prononce une exclusion contre trois élèves, Samira Seydani, Leïla et Fatima Achaboun, pour port du hijab. Le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, en 89, c'est Lionel Jospin, qui, lui, n'approuve pas cette exclusion. Donc le ministre conteste cette décision. Pour autant, des affaires similaires vont surgir en province et vont se solder également par des exclusions d'élèves. Alors les médias vont se saisir de l'affaire. Il y a aussi un père d'élèves qui va porter plainte contre l'établissement de Creil et qui va prendre Jacques Vergès, donc l'avocat qui avait été le défenseur de Klaus Barbie, donc le grand Jacques Vergès, le grand avocat, comme pour défendre son droit. Peu à peu dans les médias, le débat va s'élargir à des choses qui n'ont rien à voir, mais on est habitué de ces amalgames aujourd'hui: l'égalité des sexes, l'immigration, l'intégration. Voilà. On passe de la liberté des élèves d'exprimer leurs convictions religieuses à soupçons sur leur manque d'intégration, sur leur soumission supposée, etc. Lionel Jospin va en référer au Conseil d'État. Le Conseil d'État, fin octobre 1989, va conforter sa position. Le port du foulard, comme celui de tout autre signe religieux, ne peut être le fondement à une exclusion. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'affaire du foulard de 1989, c'est que déjà, la gauche se divise. Très rapidement, SOS Racisme et le RAP vont réagir et vont condamner la décision de l'exclusion. Mais au sein de SOS Racisme, on a une féministe, Gisèle Halimi, qui va démissionner de SOS Racisme en déclarant « Le voile est le symbole de la soumission. Ces filles sont manipulées par le joug patriarcal et par des fanatiques religieux musulmans. » Alors que ce soit la gauche ou les milieux féministes, on hésite sur la position à adopter. À partir de 1989, je l'ai dit, les prohibitionnistes n'ont pas gain de cause. Mais à partir de cette date, on va assister à l'émergence de ce qu'on pourrait appeler en termes sociologiques des entrepreneurs de mobilisation qui vont avoir pour seule idée fixe d'obtenir l'interdiction du voile à l'école. Ils ont compris, le message est clair, le Conseil d'État s'est basé sur la juridiction existante, donc ils ont compris qu'il leur fallait une loi. Ça va être leur mot d'ordre, il nous faut une loi. Alors, vous vous rappelez donc le principal du collège de Creil, il s'appelle Ernest Chenière. Ce monsieur, juste après l'affaire du foulard, il va devenir député RPR, donc ex-UMP, ex-Les Républicains. Il devient député en 93 et il va déposer pas moins de 3 propositions de loi pour l'interdiction du port du hijab à l'école. Donc le gars, il est acharné. 5 intellectuels publient en 89 dans le Nouvel Observateur
un appel qui est assez connu, hein, « Profs, ne capitulons pas », et qui vont dénoncer, attention, tenez-vous bien, un Munich de l'école républicaine face à la menace des fanatiques. Donc ils vont aussi, dès 89, faire la part belle à l'argumentation de l'aliénation féminine. Alors dans ces 5 intellectuels, des gens qui sont toujours là, Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay, Catherine Kinsler. Catherine Kinsler qui était notamment prof de philo à Lille 3. 5 intellectuels qui font partie de ces entrepreneurs de mobilisation qui émergent en 1989. Alors, il y a des étapes intermédiaires entre 1989 et 2004, mais on va passer directement à 2004. On va parler de l'adoption de cette loi contre, alors officiellement elle s'appelle contre le port des signes ostentatoires à l'école, mais on sait très bien qu'elle porte uniquement sur l'interdiction du foulard. Ce qui est intéressant, c'est de revenir sur les conditions d'adoption de cette loi. On a une commission préparatoire en 2003 qui s'appelle la commission Stasi, du nom du rapporteur. Et la commission Stasi va travailler en faisant le choix délibéré d'invisibiliser la parole des premières concernées. Sur les 140 personnes qui vont être auditionnées en 2003, il y a, alors j'ai pas retrouvé le chiffre, c'est 1 ou 2 femmes musulmanes qui sont interrogées, 1 ou 2 sur 140. Au point qu'un membre de la commission Stasi va même confesser devant un média alors que les membres n'ont pas jugé utile d'auditionner les intéressés parce que les membres de la commission ne sont pas sensibles à leurs arguments. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont censés être là pour auditionner, pour faire un débat, puis en fait, ils excluent les premières concernées du débat. C'est plus facile, comme ça on est entre nous, hein, on est tous d'accord entre nous pour l'interdire, donc ce sera plus simple. Alors, tout le débat autour de la loi de 2004, elle a tourné autour d'une rhétorique qui est pour moi totalement fallacieuse, d'un retour aux sources. En fait, l'argument, c'était de dire, oui, en 1905, la communauté musulmane n'existait pas, du coup, il y a un vide juridique qu'on va combler avec cette loi. Sauf que c'est totalement faux, puisque, en fait, ce qu'on va avoir avec 2004, c'est la transformation totale de la norme laïque. Alors vous vous rappelez hein, les principes de 1905, en 2004, pour la première fois, on va avoir l'imposition de l'impératif de neutralité, non plus aux agents de la fonction publique et non plus aux programmes scolaires et non plus aux bâtiments, mais aux usagers eux-mêmes. Et à partir de là, on a mis le doigt dans un engrenage infernal. Le nouveau cadre idéologique, c'est donc la neutralité des usagères du service public qu'on va exclure, tout simplement. Alors, on rappelle quand même que dans le Code de l'éducation, la France doit donner, c'est une obligation, une éducation à tout un chacun. En l'occurrence, là, l'école publique va refuser d'accueillir une partie du public, sous prétexte, encore une fois, de les émanciper. Donc le nouveau cadre idéologique, il est pour moi réactionnaire. On passe donc de cette idée de laïcité libertaire à une laïcité qui devient de plus en plus identitaire et qui somme les musulmans de France de toujours prouver des signes d'intégration. On le retrouve de plus en plus souvent dans la presse, on voit le mot laïcité se rajouter à la devise nationale. De plus en plus, on a des choses du genre liberté, égalité, fraternité, laïcité. Donc un concept qui était censé, une idée qui est censée être pragmatique et ouverte pour tous et toutes, là, est intégrée dans un discours identitaire de rejet. Alors, je disais que la rhétorique était fallacieuse, la rhétorique du retour aux sources était fallacieuse. En fait, ils le savent, hein, parce que dès 2003, on a un rapport de François Baroin au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui parle déjà de nouvelle laïcité. Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de faire évoluer la norme laïque. Ça peut être important de revenir sur l'origine de cette loi de 2004. Pourquoi on a eu 15 ans à peu près, alors je sais que c'est pas vrai ce que je veux dire, mais on a, avant les années 2000, à peu près la paix par rapport à ces histoires de foulard, d'interdiction, de velléité d'interdire le voile. En octobre 2003, c'est l'origine vraiment de cette loi de 2004, on a 2 filles, Alma et Lila Lévy, qui sont aussi exclues de leur lycée à Aubervilliers, pour le seul motif qu'elles portent un foulard. À partir de cette exclusion d'octobre 2003, on a donc ce débat politique et médiatique qui devient assourdissant, et on a donc la constitution de la commission Stasi. On a aussi donc les médias qui vont commencer à enchaîner les discours anxiogènes sur les musulmans pour justifier l'intrusion dans l'intimité privée pour faire, soi-disant, respecter les valeurs républicaines. Donc on passe d'un principe de laïcité pragmatique et non dogmatique à une laïcité à dimension identitaire et nationaliste. Le cadre idéologique de la nouvelle laïcité,
ça peut se résumer à quelques expressions récurrentes. Islam conquérant, des choses qu'on nous met dans la tête comme ça. Islam réfractaire à la laïcité et à l'égalité homme-femme. Intégrisme de la jeunesse désorientée. Communautarisme. Territoire perdu de la République. Islam comme menace à l'identité française. Islam comme obstacle à l'assimilation. C'est toutes ces expressions-là, c'est tous ces arguments-là qui aboutissent, qui bout à bout aboutissent à l'interdiction du voile à l'école en 2004. Alors, les gens qui défendent cette loi, vous remarquerez, en fait, même moi, j'ai réfléchi en préparant le truc. En fait, on voudrait cacher qu'il s'agit bel et bien d'une loi d'exclusion. La loi de 2004, c'est une loi d'exclusion. Il y a des jeunes filles qui ont été exclues de l'école. Ces chiffres-là, on les a jamais. À la rentrée 2004, dès la rentrée 2004, on a 60 démissions de jeunes filles. Et encore, on va parler de la manière dont sont obtenues ces démissions. On a 49 conseils de discipline qui se terminent par des exclusions. La loi de 2004 est une loi d'exclusion. Dites ça aux gens que vous rencontrez. Les démissions, alors elles sont obtenues par harcèlement. Les jeunes filles qui se présentent avec un voile à l'école, on les met au CDI, on les met dans une salle de classe, de 8h30 à 17h30, elles ne voient personne. On va les inciter à s'inscrire au CNED, donc au cours par correspondance, et on obtient leur démission. Donc j'ai parlé du collectif Une école pour tous et toutes, qui se bat contre cette loi, et ce collectif pense même qu'en fait, le nombre de déscolarisations est bien supérieur à ces 60 démissions et à ces 49 exclusions, parce qu'en fait, il part du principe que certaines jeunes filles ne se sont peut-être même pas présentées à la rentrée, en sachant ce qu'allait leur arriver, pour éviter l'humiliation d'un conseil de discipline. Alors, ils estiment entre 200 et 800 le nombre de déscolarisations invisibles. On pourra revenir sur la méthode du calcul. Alors, 2004, loi d'exclusion. Et victoire des prohibitionnistes, qui à partir de là vont pouvoir étendre par capillarité leurs principes. Désormais, l'islam, c'est la neutralité des musulmans, l'islam. La laïcité, c'est la neutralité imposée à la communauté musulmane. Alors, l'intervention d'aujourd'hui, la discussion d'aujourd'hui s'intitule « Dévoiement de la laïcité », mais derrière tout ça, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a aussi un dévoiement du féminisme. Parce que les arguments pseudo-féministes, alors tout d'un coup, on a des gens de droite qui se découvrent féministes, c'est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, ça perdure. À l'époque, les débats, et comme aujourd'hui aussi, c'est le voile est un symbole d'oppression, point à la ligne. C'est un symbole d'oppression. Pas besoin d'auditionner, pas besoin d'écouter, pas besoin d'auditionner quand on a la commission Stasi, les premières concernées. De toute façon, elles sont aliénées. À quoi bon les écouter? Elles sont aliénées. Donc on va les émanciper de force, on va le faire contre leur gré s'il le faut. Nous savons mieux qu'elles ce qu'il faut faire. Donc ce discours, il est porté aussi par des féministes, majoritairement blanches, françaises, qui se retrouvent à la remorque de ces législations portées par la droite. Il y a un cas caractéristique de ce dévoiement du féminisme, c'est l'association Ni pute ni soumise. L'association Ni pute ni soumise, et sa présidente notamment Fadela Amara, va faire une carrière opportuniste en allant servir sur un plateau le discours du garçon musulman qui voile sa sœur, qui impose le voile, qui voile ou qui viole. Pourtant, le Ni pute ni soumise n'a absolument aucune base sociale dans les quartiers. Ni pute ni soumise, c'est ce que certains appellent un appareil idéologique d'État. Ni pute ni soumise fonctionne grâce à des subventions. Alors, les cadres de Ni pute ni soumise, comme Fadela Amara, sont tous membres du PS au début des années 2000. Et où certains sont aussi membres de SOS Racisme. Pourtant, en 2003, elles déposent leur statut, donc c'est une jeune association, et dès 2003, elles obtiennent de la part de Jean-Pierre Raffarin 500 000 € de subvention. Voilà. Alors, Ni pute ni soumise va en fait servir très vite de porte-parole de la croisade anti-voile en servant de caution et d'alibi d'expertise de terrain. Fadela Amara, elle a un emploi du temps de ministre, d'ailleurs elle finira secrétaire d'État sous Sarkozy, pour aller dire à tous les micros, dans toutes les conférences, que oui, c'est un bienfait que d'interdire le voile à l'école et de se méfier de cet islam rétrograde. La successeuse de Fadela Amara, donc Chiem Apchi, qui sera aussi présidente de l'association, là c'est pour vous dire le niveau de compromission, elle terminera par signer une convention avec le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale pour aller parler de laïcité, d'égalité hommes-femmes dans les banlieues. Voilà. Ni pute ni soumise, voilà, c'est l'histoire d'une association, une baudruche gonflée artificiellement pour servir de prétexte à la croisade anti-voile, sans base sociale et qui a fait son travail avec zèle. La loi de 2004,
comme je l'ai dit, pour moi, c'est la boîte de Pandore. C'est à partir de là, on a tous les débats les plus réactionnaires, nauséabonds, donc celui sous l'identité nationale, hein, l'islam est-elle compatible avec les valeurs de la République. On a aussi des lois de surenchère, hein, on pense à interdire le voile à l'université, on interdit le niqab dans l'espace public, on empêche les mamans musulmanes d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Imaginez la violence pour un enfant, ta maman n'est pas légitime. Hein. Par contre, pour les gâteaux en fin d'année, il n'y a pas de souci, mais pour les sorties scolaires, ta maman n'est pas légitime. Donc tout un tas de dérives absolument dangereuses, puis aussi du zèle administratif. Parce que les agents de l'État, quand on vit dans un bourdonnement comme ça, absolument anxiogène, prennent des décisions qui sont absolument contraires à la loi. C'est un exemple, hein. Franchement, il faut consulter le site régulièrement ou la page Facebook du CCIF. Hein. Des situations absolument non conformes à la loi comme celles qui sont ici, il y en a plein. Il y en a plein. Donc on se met à mesurer la tenue vestimentaire des jeunes filles qui présentent, en tout cas, qui pourraient être musulmanes d'apparence. C'est quand même bizarre, hein. Est-ce qu'on mesure les jupes de toutes les filles? Je ne suis pas sûr. On exclut, on licencie des gens parce qu'ils ont une barbe trop longue. Pareil, on se met à mesurer la taille des barbes. Si vous n'êtes pas blanc et qu'elle n'est pas taillée en mode hipster, c'est dangereux. Si vous êtes un blanc, vous êtes un hipster, ça passe. Voilà, tout un tas de dérives. Interdiction, imposition du port à la cantine, le truc hyper violent aussi, on avait vu avec il y a 2 ans avec cette femme que la police municipale à Nice a verbalisé et a obligé à se déshabiller. Ça a donné des idées à plein de maires partout en France qui interdisaient la baignade aux femmes voilées et aux chiens. Là on peut voir, vous voyez le truc absolument déshumanisant, hein, absolument déshumanisant. On réduit la personne au tissu ou au voile qu'elle porte. Voilà, donc des choses qui sont quand même assez inquiétantes. On pourrait dire que jusqu'à présent, toutes ces décisions ont toujours été cassées, soit par le Conseil d'État, soit par l'ONU, soit par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans l'affaire Babylou, où une salariée a été licenciée parce qu'elle portait le voile, la France a été condamnée par l'ONU pour discrimination. Mais c'est ni plus ni moins que ce que c'est. Parce que cet impératif de neutralité ne fonctionne pas pour les contrats de droit privé. Ça pose aux fonctionnaires. Les arrêtés anti-Burkini sur les plages, c'est la stigmatisation des musulmans pour l'ONU. Donc pour l'instant, bref, la France est condamnée. La France est régulièrement condamnée et pointée du doigt pour les discriminations qu'elle érige en institution, hein, des discriminations qui tendent à se légaliser. Depuis 2004, on a une volonté d'étendre juridiquement, on pourrait dire par capillarité, cette nouvelle laïcité. À partir de la loi de 2004, on a la volonté des prohibitionnistes de capitaliser sur cette victoire. Ils ont gagné en 2004. Maintenant, ils veulent aller plus loin. Volonté d'étendre l'application de cette nouvelle laïcité à l'ensemble des fonctions publiques, donc la SNCF, la Poste, les hôpitaux, et au-delà au secteur privé. Alors, les prohibitionnistes ont un obstacle majeur, c'est le Code du travail. Dans le Code du travail, la neutralité religieuse ne peut être légalement exigée dans un contrat de travail de droit privé. Mais il existe une exception. C'est les entreprises privées qui exercent une mission de service public. Comme dans le cas en tout cas, c'est ce qu'ont essayé de faire passer les prohibitionnistes dans le cas de l'affaire Babylou, de la crèche Babylou. Ce n'est donc pas un hasard si les tenants, les partisans de la nouvelle laïcité investissent ce champ, c'est-à-dire le champ des structures privées de secteur social, médico-social et de la petite enfance. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent étendre le principe de la loi de 2004 à ces secteurs-là. Le principal ressort juridique de l'exclusion des femmes portant le hijab de la sphère scolaire et économique consiste donc en l'extension de la mission de service public. En fait, ils vont dire, ça c'est un service public, ça c'est un service public, ça c'est un service public. Donc les nounous, les mamans, elles se voient imposer l'obligation de neutralité qui incombe aux fonctionnaires. Bref, une surenchère, une volonté d'aller toujours plus loin. Alors la question qui peut se poser là-dedans, c'est que fait la gauche ? La gauche qui était à l'origine des combats au tournant du siècle dernier pour une laïcité libertaire. J'ai pas eu besoin de chercher loin. Trouver une citation islamophobe de Jean-Luc Mélenchon, ça prend 3 minutes. Débat en 2005. Écoutez, alors en fait, le contexte quand même. Le contexte, c'est, il fait, alors comme c'est bien faire la gauche, un discours universaliste absolument abstrait sur les femmes, leur liberté, la République c'est beau, tout ça. Et puis on lui porte la contradiction, ben oui, mais vous défendez la loi de 2004. Et il réagit comme ça, il balaye d'un revers de manche. Écoutez, notre manière à vivre, à nous les Français, c'est qu'on ne met pas de voile à l'école. À nous les Français, à nous les Français. En disant ça, il exclut les musulmans de la communauté nationale. Hein.
Si les Français ne mettent pas de voile à l'école, les musulmans ne sont pas français. Hein. Ça, on mesure la porosité, si vous vous rappelez, on mesure la porosité, c'est des arguments d'extrême droite. C'est des arguments d'extrême droite. Alors, que fait la gauche? Alors, concrètement, que fait la gauche? Françoise Laborde, sénatrice du Parti radical de gauche, est à l'origine d'un projet de loi d'interdiction du port du hijab pour les employés des structures de petite enfance. Donc un projet de loi porté par une sénatrice du Parti radical. André Guérin, maire communiste de Vénissieux, député du Rhône, c'est lui qui a pensé et rédigé la loi d'interdiction du port du niqab dans l'espace public. Un communiste. Ouais, vas-y. Je termine avec encore un exemple accablant. À l'origine de l'exclusion d'Alma et Lila Lévy à Aubervilliers en 2003, donc avant l'adoption de l'affaire qui est à l'origine de la loi de 2004, c'est des responsables de l'extrême gauche, de Lutte ouvrière et de la LCR, donc en l'occurrence donc des professeurs qui sont cartés à Lutte ouvrière et la LCR, qui sont les plus vindicatifs. C'est notamment Pierre-François Gron, qui est membre de la LCR, qui siégera au conseil d'exclusion des deux jeunes filles. Donc de la gauche à l'extrême gauche, on peut se demander comment ça se fait que la gauche et l'extrême gauche hurlent avec les loups. Alors, revenons un tout petit peu sur Jean-Luc Mélenchon. Un exemple supplémentaire, dans l'histoire de l'affaire Babylou. L'histoire de l'affaire Babylou va donner raison à la salariée qui va contester son licenciement. La Cour de cassation va donner raison à la salariée voilée qui parle d'un licenciement abusif à la crèche Babylou en 2008. Réaction immédiate de Jean-Luc Mélenchon, qui va dénoncer, alors c'est quand même juste, il est de gauche et il conteste une décision qui est prise au nom du Code du travail. Donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon souhaite que là, en l'occurrence, on contourne le Code du travail, je ne sais pas, ça me paraît un peu contradictoire. Donc il dit, en 2008, cette décision de la Cour de cassation montre une fois de trop que l'édifice de notre République laïque prend l'eau de toutes parts. Il ajoute qu'il en appelle au ministre de l'Intérieur Manuel Valls pour légiférer dans les plus brefs délais. Conclusion, pour pouvoir discuter. Moi, je parle d'une évolution de la laïcité, notamment de la législation, mais il ne faut pas oublier que ça a des effets délétères concrets et quotidiens sur nos concitoyennes, principalement musulmanes. Le nombre d'agressions islamophobes explose. Il y a des rapports qui érigent la France en championne d'Europe des discriminations envers les musulmans. Alors régulièrement, chaque année, on a des rapports de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui documentent cette poussée des actes islamophobes. Donc là, c'est un extrait du Monde qui se fait l'écho des conclusions de la CNDH pour l'année 2018. Donc c'est publié en 2019. Il faut noter que les actes à caractère raciste qui ne ciblent pas une croyance précise touchent principalement la communauté maghrébine. Plus de 40% des actions violentes ont été commises à son encontre. Le baromètre annuel de la tolérance publié par la CNCDH montre que le rejet des immigrés est étroitement lié à une aversion à l'islam parmi les personnes interrogées. On peut quand même postuler que cette aversion à l'islam, elle a été minutieusement construite, médiatiquement, politiquement, administrativement. Je ne suis pas sûr que les gens soient islamophobes par nature. Avant de libérer la parole, encore une fois, les sources à partir desquelles j'ai travaillé sont disponibles. Il y a une littérature dense. Il faut juste chercher. C'est pas compliqué en fait si on s'intéresse au sujet. Pour se détromper un petit peu de ce qu'on nous met dans la tête. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec ce livre d'Abdelali Hajat et de Marwan Mohamed qui s'appelle Islamophobie. C'est un bouquin de sociologie. Comment les élites françaises fabriquent le problème musulman. C'est vraiment super. Le site internet des mots sont importants, où j'ai dit, où vous trouverez une archive de tous les communiqués, de toutes les déclarations du collectif Une école pour tous et toutes, de tous ces textes qui ont été écrits en 2004. Et puis le site, c'est pareil, publie régulièrement des réactions à cette extension de la nouvelle laïcité, à ces velléités d'imposer une interdiction du voile partout. Je conseille l'excellent documentaire Un racisme à peine voilé, réalisé en 2004 par Jérôme Host. Il est gratuitement visible sur Dailymotion. Vous tapez Un racisme à peine voilé, et en l'occurrence, on va redonner la parole à celles qui ont été exclues du débat en 2004. 2 livres parus aux éditions La Découverte, Les filles voilées parlent, avec 2 chercheuses qui sont elles-mêmes des féministes musulmanes, Ismaël Chouder, Malika Latrèche et Pierre Thévagnan, qui n'est pas une femme. Laurent Lévy, La gauche, les noirs et les arabes. Laurent Lévy est le papa
de Lila et Alma Lévy qui ont été exclus en 2003. C'est un avocat et il revient sur toutes les prises de position des syndicats et des partis de gauche au moment où ces filles sont exclues. Donc il parle de... Tout le monde y passe, hein, du PS aux libertaires. Voilà. Et apparemment, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. 2 livres alors, aux éditions de la Découverte, Thomas Deltombe, L'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France. Donc là, on est vraiment sur une analyse du champ médiatique. Et puis, le philosophe, peut-être, qui fait un peu référence sur la question de la laïcité, Jean Bobéro, La laïcité falsifiée, c'est un de ses nombreux ouvrages. Hein. Il a beaucoup... Et depuis les années 80, Jean Bobéro avait déjà réagi à la fameuse tribune « Prof, ne capitulons pas ». Donc c'est quand même quelqu'un qui travaille sur ces questions-là depuis 30 ou 40 ans. Voilà, donc si on peut discuter maintenant.